est une aventure, lecture d'une aventure. Bienvenue ce samedi autour du thème Les dérives du pouvoir. Dérives d'un totalitarisme politique, dérives vers plus de frontières. Les élites orchestrent leur combat pour assouvir leur désir de domination. Focus sur ce siècle où se multiplie la violence faite aux libertés et aux femmes. À l'heure où des voix rappellent au consentement, au cinéma comme dans n'importe quelle industrie, comment ne pas s'interroger sur ce comment cette insatiable volonté de domination et cette passion dévorante pour le pouvoir ont-elles pu s'ériger en maître absolu de notre destin? Dans ce tumulte, l'écriture est une aventure. Elle permet aux voix de s'élever comme un chant, vibrant au refus de l'oppression. Avec nous ce samedi, Isabelle Gaillard, Jean-Éric Weil, Isabelle Mathieu et moi-même, votre livrée. On la montrait du doigt, elle, la scandaleuse, avec sa beauté trop inabordable et son indifférence. Son accent n'était pas d'ici. Elle est débarquée un jour de printemps. Depuis son arrivée, rien n'était plus pareil. Les jours de soleil se sont raréfiés et la joie est devenue inaccessible. On disait qu'elle vivait de son corps, que pour quelques billets elle écartait les cuisses au premier venu. Alors pourquoi ce regard fier? Elle l'a traînée, la moins que rien. La mère d'un enfant sans mots, à peine un prénom. C'était une moins que rien, une souillon, qui la nuit chantait des incantations dans sa langue natale, des formules diaboliques qui se propageaient dans tout le village. Le cimetière se remplissait et les rues autrefois si gaies se désertifiaient. Une nuit de pleine lune, sa maison prit feu. L'enfant n'était plus, emporté par les flammes. Elle est devenue la mère des cendres, des fantômes et des silences. Le regard fier est devenu vide. Ceux qui la montraient du doigt auparavant baissaient les yeux. Après cela, elle est allée habiter dans une cabane dans la forêt. Chacune des nuits était hantée par son cri. Chacun connaissait le déchirement, la douleur et la peur. On se souvenait de cet enfant trop silencieux. Alors le regard embué de larmes tardives, on joignait les mains, l'une à l'autre pour prier les cieux. On demandait pardon à demi-mot pour avoir la paix à moindre frais. Un jour, la mère des cendres n'était plus. Génération après génération, elle subsistait dans les esprits. La nuit venue, on comptait le fantôme de l'enfant qui, les soirs de pleine lune, regardait les étoiles. On dirait qu'à chaque fois que la vie semble renoncer à une bataille, elle est prise par une autre. Celle qui laisse le choix des désertions ou celle qui fabrique des volontaires, des mériteux, des chants d'honneur et de vacarme, des trahisons qui se jouent en bande avec un chef. Le chef, dans le sanctuaire de sa famille, règne, implacable. Il est là, invisible et omniprésent. Il attend son heure. Celui qui ose quitter le cercle sera banni. Toute divergence se transforme en hérésie. La dissidence, murmure interdit, devient leur obsession. À l'amour qui rend humain se dresse la haine et l'envie, froide réminiscence, murmure d'ombre. Dehors, le chien chemine derrière l'enfant, insoucieux, comme souvent font les chiens vagabonds. Aucune loyauté ne doit écraser l'âme, elle le sait. Elle a regardé le chef droit dans les yeux. Il a baissé les yeux. Elle sait que chaque pas vers la liberté est un geste fragile, un acte de rébellion. On dirait qu'à chaque fois
que la vie semble renoncer à une bataille. Elle est prise par une autre. Mais je m'en suis sorti. Moi aussi j'avais connu les abus et l'injonction de me taire par la menace d'en perdre la vie, sociale d'abord, psychique ensuite, et enfin physique. Bien sûr, j'ai eu peur quand j'ai vu disparaître peu à peu tous ceux dont j'étais proche, les uns après les autres, comme inscrits sur une même liste tenue par on ne sait qui. C'est le système, était la seule réponse apportée à tous ceux qui voulaient dénoncer et se lancer dans des accusations. Pas d'adversaire, c'était ingénieux. Tous les matins avant que je me décide à quitter leur monde, les écrans des ordinateurs s'allumaient avec un seul message qui, s'il n'était pas répété à voix haute et enregistré, ne donnait pas accès aux serveurs, disques durs et autres réseaux. C'est le système était devenu le seul mot de passe à utiliser dans toute cette organisation. Tous ceux qui ont cherché à hacker les unités centrales afin de garder le choix de leur propre mot de passe ont vu leur carte vitale, passeport désactivés, périmés, leur compte en banque vidé par des virements à des illustres inconnus dont les références bancaires contenaient toutes le même nom, Welcome. Je sentais bien que mes demandes d'explication et mes désirs de justice pouvaient me faire grimper en flèche dans l'échelle de la liste. Si j'atteignais la première place, il en était fini de moi, et je pouvais, comme les autres, disparaître en même pas une heure. J'ai alors pris 2 décisions qui m'ont sauvé la vie. 1. Retirer tout l'argent que j'avais sur mes comptes. 2. Faire le tri chez moi de tout ce que je pouvais vendre pour un bon prix. Je fis une proposition à mon boss. Créer avec lui une entreprise que je serais seul à financer la première année. La raison sociale serait le tourisme de luxe dans une île paradisiaque. Des clients présents partout dans le monde, dans son organisation. Le séjour leur serait offert par leur entreprise. Une liste pareille à celle de tous les réfractaires au système, c'était un jeu d'enfant. J'avais trouvé 2 sites sur le Darknet. Le premier pour vendre à bon prix tout ce que j'avais trié chez moi. Le site s'appelait diabolisez-vous.com. Le second pour acheter le bateau pouvant accueillir au moins 200 passagers en direction de l'île paradisiaque de Suba. Je suis revenu au bureau, me suis connecté à l'unité centrale et ai récupéré tous les mails, coordonnées téléphoniques de tous les réfractaires. Le soir même, je fabriquais en tout et pour tout les photos de l'île de Suba. J'étais prête. Je me souviendrai longtemps de ce moment particulier qu'a été l'accueil des salariés passagers de la croisière. Leur nom n'était plus que le mal qu'ils avaient voulu dénoncer. Abus de pouvoir, cabine 1. Abus de faiblesse, cabine 2. Abus de confiance, cabine 3. Abus d'autorité, cabine 10, etc., etc. Après les avoir vus lever la main à l'appel de leur nom et franchir la passerelle, le sourire aux lèvres, j'ai réalisé ce que j'étais en train de faire et je ne savais plus. Elle se lève, son bracelet traîne sur le tapis, elle le ramasse, le fermoir s'est rompu, encore un bout d'elle-même déchiré. Elle bascule sa tête d'un geste violent vers l'avant, secoue ses cheveux et de ses paumes soulève ses boucles naturelles. Elle regarde sa montre qui ne l'a pas quittée, relève comme des points de suture chaque cran de la fermeture éclair de son jean sur son ventre broyé. Ajuste sa chemise par-dessus, pose avec soin son écharpe enroulée sur son décolleté coupable, enfile ses baskets et se voit passer dans le miroir. Elle est belle et ça la surprend. Elle ramasse son sac à dos et avant de passer le seuil de la chambre, jette un dernier regard sur le lit. Elle le laisse là où lui ne devrait pas être. Ça n'est sûrement qu'un songe, ne pas faire de bruit. Laisser là l'innommable dans ce territoire bafoué et reprendre sa route comme si de rien n'était. Elle ouvre son emploi du temps, sa journée débute par un cours de mathématiques. Cette matière lui vide l'esprit, elle ne pense plus que chiffres et équations. Ça la soulage. Sur le chemin du lycée, elle tripote son bracelet cassé dans sa poche de jean. C'est la dernière fois, se dit-elle. Elle change de trottoir et va porter plainte. Aliénor s'écrase en miettes sur le sol du commissariat et rejoint les restes de toutes ces femmes, sœurs, mères, outragées,
oublié. Son souffle lourd et courageux envoie toutes ses mémoires violées dans la geôle où son père finira ses jours. Elle a réparé son bracelet au fermoir rompu et l'a serti de 1000 nouveaux soleils qui ont anéanti un pouvoir infernal.